là pour vous emmener en Provence, qui est de bon augure à la rentrée, en compagnie de 3 merveilleuses provençales, de naissance ou d'adoption. On reviendra sur leur parcours. Et surtout, on est là pour vous faire découvrir une Provence qu'on connaît peut-être un peu moins. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence, c'est de parler de cette Provence qui est une success story mondiale, qui plaît aux Américains plus que tout, mais qui est en fait très différente, pleine de savoir-faire, pleine d'histoire. Et voilà, on va passer à travers tous ces différents éléments en compagnie d'Elsa Lenthal, fondatrice de Elsa Lenthal Lavande, de Catherine Roig, journaliste, auteure culinaire qui a écrit ce merveilleux livre sur la Provence, et de Sophie Douzal, créatrice de la marque Château de ma mère. Au départ, pour bon nombre d'entre vous, la Provence, c'est, comme dirait Giono, un hymne à la nature, à la beauté, à la simplicité, ou comme dirait Cézanne, une terre où vibrent les couleurs, les odeurs et les saveurs. Et je crois que c'est quelque chose qu'on connaît tous de la Provence. On a ces idées de lavande, de couleurs, de beauté. Mais la Provence, c'est surtout des territoires qui n'ont rien à voir et une culture qui est très très proche de son terroir et de ses artisans, qui est un peu à l'opposé du marketing qu'on peut nous faire du Made in Provence pour les Américains. Et on va revenir là-dessus. On commence, Catherine, avec peut-être que tu nous présentes ton amour de la Provence et comment tu en viens à faire ce livre absolument merveilleux sur la Provence et les différentes régions provençales. La Provence, pour moi, c'est une région d'adoption. J'y vais depuis 30 ans, peut-être. Il y avait beaucoup d'amis. J'ai fini par acheter une maison là-bas. Et je suis journaliste culinaire et la Provence, c'est vraiment un garde-manger à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous vous promenez dans les Alpilles et vous croisez les amandiers en fleurs, les oliviers, la vigne. Vous promenez dans le Luberon et là vous allez voir au printemps tous les arbres fruitiers en fruits. Je pense notamment aux cerises du Mont Ventoux. Vous promenez en Camargue et là, sur ces 100 000 hectares d'eau, vous croisez des rizières, des canards, c'est extraordinaire, des taureaux qu'on mange beaucoup là-bas. Et vous avez aussi beaucoup de merveilleux restaurants et de merveilleuses personnes qui cuisinent chez elles. Une cuisine qui est restée très traditionnelle, je dirais. Et j'avais envie d'aller explorer un petit peu ce que cette cuisine traditionnelle, comment elle était interprétée par les gens d'aujourd'hui, par la jeune génération. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et finalement, on a aussi photographié des choses cuisinées par des gens très âgés, comme une dame qui s'appelle Jackie, qui vit dans une contrée reculée, la vallée du Jabron, et qui faisait des choses merveilleuses, très très simples, avec juste les produits de son jardin. Voilà. Et très vite, quand on a parlé de cette conférence, on en est arrivé à un terme qui était la rusticité, ce qui n'est pas forcément ce dont on a l'image de la Provence. Et je voudrais qu'on revienne sur cette idée de noble rusticité, de recettes aussi qui ne sont pas que estivales. Il y a une vraie saisonnalité dans la cuisine. Tout à fait, une vraie saisonnalité. Et à vrai dire, quand on s'est mis d'accord avec les éditions Hachette pour faire ce livre, je me suis dit, bon, ok, en dehors de la bouillabaisse et des fruits confits d'Apt, qu'est-ce qu'il y a ? Et dès qu'on se penche un petit peu, qu'on va un peu voir dans les campagnes, on s'aperçoit que, d'abord, le territoire est très marqué par l'histoire, c'est-à-dire que les Grecs puis les Romains, qui trouvaient plus intéressant la vigne et l'olivier, ont repoussé les produits rustiques comme le petit épeautre vers la Provence intérieure, vers les Hautes-Alpes, le Luberon. Et quand on quitte la Côte Bleue, le début de la Côte d'Azur à Marseille, qu'on quitte la bouillabaisse et les petits farcis, on arrive vite dans des terroirs où il y a des produits merveilleux qui poussent, comme les pois chiches, le petit épeautre, une quantité d'herbes incroyable, les légumes. Et on s'aperçoit aussi que ces terres-là sont beaucoup moins riches, dans tous les sens du terme, que les terres côtières. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y cuisine. Et effectivement, les traditions paysannes, le petit épeautre, ça a nourri des générations, des dizaines de générations, avant l'arrivée de la mode du poisson, des petits farcis, de la cuisine provençale telle qu'on la connaît. Donc voilà, nous on a essayé d'aller creuser un petit peu plus loin dans ces traditions culinaires qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine au départ.
Et là, on a un slide sur la religion à table. Tu parlais d'une grande culture et de l'importance de la culture. On a cette noble rusticité à travers des ingrédients qui sont peut-être un peu perdus au fil du temps, mais aussi des traditions qui sont des rendez-vous annuels en Provence qui sont très importants. Voilà, comme l'aioli qu'on retrouve le vendredi dans tous les restaurants. L'aioli, c'est vraiment le plat traditionnel du vendredi. La Provence est très marquée par les traditions catholiques. Donc l'aioli, c'est le plat du jour maigre, donc sans viande. Et j'ai une amie un jour qui m'a dit, et ça a vraiment imprégné mon esprit pour faire ce livre, elle est marseillaise, et elle me dit, quand je retournais à l'école à 14h le vendredi dans le bus, ça sentait l'ail. Voilà, et c'est vraiment la marque de l'aioli en Provence. Il y a très peu de restaurants où vous ne trouvez pas d'aioli dans les restaurants traditionnels le vendredi. Et les 13 desserts, évidemment, que tout le monde connaît, en tout cas de nom, c'est vraiment marqué, c'est le Christ et ses 12 apôtres. Ou encore la salade de pois chiches qu'on fait à Pâques, parce que c'est maigre également. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont marquées par la religion. Donc on a commencé à plonger dans la Provence et je vous emmène dans les Alpilles, dans le fief de Elsa Lental, qui cultive au milieu de ce paysage extraordinaire son propre champ de lavande et qui va nous raconter son histoire, peut-être en introduction, avant qu'on voit un petit film. Oui, alors en effet, moi je suis originaire de Provence, j'y ai grandi et j'y vis encore. Et j'ai eu la grande chance, le grand privilège, quand j'étais petite fille, que ma grand-mère me transmette un savoir-faire unique, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est le fuseau de lavande, qui est un artisanat du XVIIIe siècle, voilà, et qui consiste en fait à enfermer les fleurs de lavande dans leurs tiges en les tissant avec un ruban. C'est un artisanat qui aujourd'hui a été remplacé par ce que tout le monde connaît, les sachets de lavande, mais qui à l'époque était utilisé dans les armoires pour parfumer le linge et pour le protéger des mites. C'était l'antimite entièrement naturel de l'époque. Et c'est un artisanat qui avait complètement disparu. Et comme quoi les grands-mères vraiment sont formidables. J'ai eu la chance qu'elle me transmette son savoir-faire et j'ai décidé, il y a quelques années de ça, de revaloriser ce patrimoine culturel de notre Provence en remettant au goût du jour les fuseaux de lavande. Et donc j'ai créé une marque qui au départ était vraiment juste autour du fuseau de lavande et qui aujourd'hui développe plusieurs produits d'artisanat haut de gamme avec la lavande que l'on cultive, donc au cœur des Alpilles, qui en effet était une terre de lavande jadis, mais qui malheureusement est devenue une terre un petit peu de monoculture de la vigne et de l'olive, qui est très bien parce qu'on fait une formidable huile d'olive dans les Alpilles avec une renommée internationale. Mais c'est vrai que du coup la lavande a un petit peu déserté le paysage et donc pour moi c'était très important de la remettre à sa place au cœur des Alpilles. Voilà. Et on vous emmène, petit film, à la rencontre du savoir-faire d'Elsa. Voilà, une première plongée dans la Provence. Et voilà, il y a des gens dont on admire le parcours et Elsa fait partie des gens dont j'admire le parcours de s'être remis à cultiver la lavande dans les Alpilles et à réinventer un savoir-faire. Et une autre personne qui apporte beaucoup à la région également,
Sophie Douzal, avec la magnifique marque Le Château de ma mère, qui est provençale par essence. Et tu disais à juste titre, quand tu l'as créée, que la Provence, c'est tout un imaginaire. Oui, voilà. c'est tout un imaginaire. Moi, d'abord, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. J'ai passé toutes mes vacances de petite fille en Provence, et c'est vrai que juste l'odeur de la lavande, le bruit des oliviers, ça y est, j'étais en vacances. Et ça, c'est une chose qu'on garde, on porte toute sa vie. Et je savais aussi que quand j'arrivais en Provence, on allait au marché et que ma grand-mère m'achetait une jupe, un peu comme celle que porte Elsa aujourd'hui. Et j'étais fascinée, et je suis toujours fascinée par les imprimés provençaux qui me transportent. Et donc, je me suis rendu compte en vieillissant, en ayant une maison en Provence, en rencontrant des journalistes, des étrangers, qu'on me posait toujours la question, on me demandait toujours, on rapporte quoi de Provence? Quelle est la marque qui incarne l'art de vivre en Provence? Le Covid aidant, j'ai eu du temps, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'il y avait une tonne d'artisans formidables en Provence. Et j'ai décidé, cette aventure un peu folle, de me lancer et de créer une marque. Alors, au départ, un peu en tâtonnant, presque comme une plaisanterie. Et puis finalement, la magie de la Provence a opéré et ça a fonctionné. On a commencé au départ par un pop-up à Paris pour voir comment ça réagissait. On avait mis de la lavande à l'entrée de la boutique et il n'y a pas que moi qui avait cette espèce de réflexe à l'odeur de la lavande. Les gens entraient et disaient « Ah, c'est incroyable, on est en Provence ». Et donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et voilà, et petit à petit, on a trouvé un atelier en Inde qui travaille exactement comme travaillaient les Indienneurs. On produit nos propres imprimés. Je trouve que j'ai la chance d'avoir un livre avec des imprimés du 17e que on va revenir sur les savoir-faire. Là, on est plus sur l'évocation de la Provence. Et j'aime beaucoup certains de tes mots qui disent que la Provence, l'été, c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure des cigales. À l'automne, ouais, aussi. À l'automne, c'est complètement différent. En hiver, la Provence, c'est absolument magique. On en parlait en coulisses tout à l'heure en se disant que finalement, c'était peut-être moins l'été qui était intéressant en Provence que tout le reste de l'année. Que c'est un territoire, comme tu le dis, ponctué de mers, de fleuves, de lacs, de montagnes, de montagnettes, de différentes essences. Donc, il y a tout un univers très, très inspirant. Et puis surtout, il y a une chose qui est exceptionnelle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, je pense que vous serez d'accord, c'est la lumière. La lumière d'automne, la lumière d'hiver, la lumière de Noël est à Péret, on a l'impression d'un tableau. Et c'est vrai que quand on aime la Provence toute l'année, les 2 mois d'été où il commence à faire maintenant très chaud n'est pas forcément le meilleur moment, mais l'automne est dingue de lumière et les lumières d'hiver sont sublimes. Je crois que c'est un des rares endroits de France où c'est très agréable d'aller passer le mois de novembre. Et cette idée de réjouissance, de gourmandise, on y revient pour les yeux, pour les sens. J'ai un souvenir très précis de toi avec une brassée de mimosa au printemps où en fait il y a des couleurs toute l'année et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans ton art de vivre. C'est énormément de couleurs, énormément de joie. J'ai essayé plusieurs fois parce que j'ai des amis qui aiment les choses très épurées, le lin, beige, blanc et tout. J'ai essayé 1000 fois de faire des tables blanches avec des verres. J'y arrive pas, c'est pas mon truc. J'aime la couleur, j'aime même parfois trop mixer, etc. Et c'est vrai que pour moi, la Provence évoque surtout la couleur. Et on retrouve cette idée de fruits confits, on retrouve cette idée de fruits mûrs partout. Et on y reviendra après plus en détail sur cette histoire d'indienne, mais il y a aussi une grande tradition du linge de maison en Provence, qui accompagne sans doute aussi l'art de la table. C'est aussi peut-être pour ça qu'on mange encore aussi bien. C'est que la table est très importante, l'attention à la maison. Et donc tu as lancé une marque d'art de vivre et de linge de maison. D'art de vivre, d'un linge de maison et prêt-à-porter. Mais là où tu as raison, c'est que quand on rentre dans des vieilles maisons en Provence, il y a toujours un placard, comme dans beaucoup de maisons, mais il y a toujours un placard de linge de maison. Et quand on ouvre ce placard, contrairement à mon avis, des maisons du reste de la France, c'est ma fille, les placards sont très colorés. C'est-à-dire qu'on retrouve des sets, des nappes, etc., avec des motifs, et c'est déjà très réjouissant. Donc on a une première plongée en Provence qui, j'espère déjà, vous donne envie d'en savoir plus. Et on va petit à petit creuser sur les savoir-faire, parce qu'on se dit que, certes, la France est riche de savoir-faire, mais on ne se dit pas que la Provence c'est une terre de savoir-faire prolifique. Et on va petit à petit découvrir que bon nombre d'artisans travaillent autour de la cuisine, avec notamment des labels, des choses qui sont référencées comme étant provençales, mais aussi avec Elsa, avec des savoir-faire très anciens qu'on réactive, ou avec des choses qu'on modernise.
J'en reviens à toi, Catherine, sur cette idée de marque de fabrique un peu ou de produit qui forcément appelle l'imaginaire provençal. Donc on en a mis quelques-uns, le tian étant l'un des plus évidents. Alors tout le monde connaît le tian, qui est un plat de légumes confits longuement au four, rôti. A priori, on connaît celui de Ratatouille, le film, le dessin animé. En fait, le tian n'est pas le plat lui-même, mais le contenant, c'est-à-dire le plat en terre qui sert à le cuire. Et donc, vous l'avez en version été, avec les légumes d'été, tomates, aubergines, courgettes, oignons, poivrons, enfin, ce qu'on veut. Et puis, en version d'hiver, c'est très souvent à la citrouille. Et ça, c'est plus dans la Provence de l'Est, vraiment dans le Luberon, la Haute-Provence. Et ça, c'est presque une marque de fabrique, le tian, comme la bouillabaisse, en fait. Voilà. Et pour vous faire sourire avec des mots qu'on connaît un peu moins, il y a le brigadéou, il y a le gratin de morue au poireau, il y a le pankundun. Ça, vous voyez, c'est vraiment la cuisine de subsistance des anciens, mais qui est une cuisine pleine de saveurs et pleine de goût. Et qui est le brigadéou, c'est fait avec de la farine de pois chiches. Donc c'est vraiment une bouillie de pois chiches qui est un peu séchée comme on ferait avec de la polenta et qui est présentée comme ça. Ça tient au corps, donc c'est nourrissant, mais c'est très très bon. Le gratin de morue au poireau, la morue, on sait que c'est un poisson d'hiver, subsistance, etc. Et le pankundun, c'est ce qu'on appelle le pain au coin. Et c'est les boulangers, autrefois, quand il y avait des restes de pâte à pain, et bien, au lieu de les jeter ou d'en faire d'autres pains, ils enfermaient des morceaux de coin dedans et ils faisaient rôtir ça très longtemps au four. Et c'était vendu souvent par les boulangers à la sortie de l'école. J'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Il n'y en a plus. On m'a dit non, le pankundun. Alors les personnes d'un certain âge me disaient c'est un merveilleux souvenir d'enfance. Il n'y en a plus. Mais c'est assez facile à faire. Mais c'est juste un peu long à cuire parce que le coin, c'est coriace. Mais c'est merveilleux. C'est du coin, de la pâte à pain et du sucre. Voilà. Et c'est vraiment des plats... des recettes pas chères, vraiment. Et ça, c'est plus en Provence intérieure. Tout ça a été photographié en Haute-Provence, si mes souvenirs sont bons. Et on voit déjà se dessiner l'importance de la transmission orale, de la force des souvenirs, pour que la Provence continue d'exister dans toute sa diversité. Et là, j'en reviens à l'importance du geste dans le travail qui est celui des fuseaux de lavande, qui est un tour de main qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre. Il y a toute une transmission du savoir-faire et du geste. Tout à fait, et c'est bien là la problématique, c'est que cette transmission se fait de moins en moins sur les nouvelles générations. Après, il y a quand même un élan qui revient, j'ai l'impression, peut-être un petit peu. Mais moi, je sais que ma grand-mère nous a appris, j'ai des cousines, cousins en même temps, et je suis la seule à avoir été intéressée par ce savoir-faire. Donc oui, je pense que c'est très important. Et ce qui est également important, c'est que bien sûr, on nous transmet un geste, mais c'est à nous également de le faire nôtre. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère m'a appris à fabriquer les fuseaux de lavande, mais mes fuseaux de lavande à moi, j'ai acquéri une autre technique. J'y ai mis de mon savoir-faire à moi, et du coup maintenant c'est mon savoir-faire. Et je trouve que c'est ça aussi la transmission, c'est ne pas répéter forcément et ne pas garder intact quelque chose, c'est de le réinventer, d'utiliser en fait le savoir-faire d'origine, mais moi j'essaye en tout cas que mes fuseaux de lavande soient un petit peu plus dans l'air du temps et de les acclimater à des intérieurs plus contemporains et voilà, et la tradition reste, mais elle est un petit peu réinventée au fur et à mesure du temps qui passe. Je suis sûre que Sophie et Catherine sont d'accord avec l'importance de moderniser, de faire partie de son époque, d'amener, de transformer, peut-être d'alléger certains plats, d'affiner certains designs pour qu'on puisse les porter aujourd'hui ou les cuisiner aujourd'hui. Oui, mais ça a été d'ailleurs un peu le problème de la Provence pendant quelques temps, c'est-à-dire qu'elle était un peu assise sur ses acquis, le côté provençalou, cigalou, et le fait de reprendre des gestes ancestraux comme ça et de les moderniser. J'ai vu que tu en avais fait avec du cachemire. Voilà, tout ça, c'est formidable. Et je peux vous dire que c'est un vrai métier, parce que j'ai essayé de faire un fuseau de lavande avec Elsa, j'ai jamais réussi. Donc c'est vraiment...
C'est un métier. Et toi, Catherine aussi, il y a l'importance d'avoir une jeune génération de chefs. Mais complètement, c'est incroyable. Je pense à Nadia Samut, la chef qui est à Cadonnet, à côté de Lourmarin, dans le Luberon. Et elle, quand je lui ai dit, est-ce que tu me ferais une ou deux recettes pour le livre? Mais oui, bien sûr, je vais te faire un aigo boulido. L'aigo boulido, c'est sauva la vido. C'est-à-dire, c'est un bouillon à l'ail pour anti-gueule de bois. Le bouillon à l'ail sauve la vie. Aigo boulido, sauva la vido, quelque chose comme ça. Pardon, je parle très mal le provençal, Elsa. Et donc, elle m'a fait un aigo boulido qui n'a rien à voir avec le bol d'eau bouillante. Et elle a fait un plat absolument magnifique, très raffiné, très simple à la fois, et délicieux, et qui sauve quand même la vie en cas de gueule de bois. Je n'ai pas testé, mais je suis sûre que c'est le cas. Et il y a beaucoup de jeunes chefs comme ça en cuisine. Notamment, il y en a un qui s'appelle Jean-Baptiste Bert, et qui est à Fontvieille, au Relais du Castelet, qui fait la soupe au pistou de sa grand-mère. Mais comme tu disais, Elsa, il ne la fait pas exactement pareil. Il se l'est réapproprié. Il fait pousser ses propres légumes. Il ne la fait qu'en telle et telle saison. Et voilà, je l'aime tellement que c'est un plat qu'on a fait servir au mariage de ma fille, ici présente d'ailleurs. C'est tellement elle est moderne et tellement elle est savoureuse. C'est une merveille. Donc on va continuer à tisser ce fil des savoir-faire et de l'art de vivre avec toi, Sophie, sur tous ces savoir-faire que tu vas chercher et qui viennent nourrir une culture provençale contemporaine. C'est un vrai pays de cocagne pour les savoir-faire. J'ai découvert notamment un souffleur de verre à côté de Saint-Rémy-de-Provence qui fait un métier qui est tellement difficile aujourd'hui qu'il n'arrive pas à trouver de successeur. Donc c'est un peu compliqué, mais il fait des choses exceptionnelles qui expédie dans le monde entier. À droite, c'est une société qui a été rachetée par une jeune femme c'est une société qui s'appelle Barbotine, qui est maintenant une entreprise du patrimoine vivant et qui a remis au goût du jour l'ancêtre de la terre mêlée qui s'appelle le jaspé. C'est-à-dire que c'est des terres mêlées de deux couleurs un peu sublimes. Voilà, le jaspé dont je parlais, c'est ces assiettes vertes et noires qui sont sublime de modernité, de simplicité, etc. Et elle a remis au goût du jour une tradition qui s'appelle le jaspé, qui a commencé au XVIIIe en Provence. Alors en parlant du XVIIIe, on va remonter un tout petit peu plus loin au XVIIe, on va faire une plongée dans l'histoire de l'indiennage en Provence. Parce que s'il y a une marque que souvent les gens sont capables de citer comme étant provençale, c'est Soleillado, avec des motifs. Et la plupart des gens ne savent pas que cela arrive directement d'Inde par les bateaux à Marseille. Donc Elsa, je vais te laisser en parler un petit peu sur cette importance des motifs et comment est-ce que, à travers ta marque, tu es allé remonter jusqu'à la source pour ramener et moderniser ce savoir-faire. Oui, et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir que le tissu provençal, qui est quand même emblématique de la région, trouve son origine en Inde. Parce que, pour la petite histoire, donc au XVIe siècle, le port de Marseille était un port très important pour l'importation de marchandises provenant d'Asie, et notamment des cotonnades, ce qu'on appelait les indiennes, qui étaient donc des cotons imprimés complètement à la main, artisanalement, au bloc de bois. Donc les blocs de bois étaient gravés, trempés dans des pigments naturels et déposés sur les tissus. Et donc il y a eu un succès absolument phénoménal en Provence, en France et même en Europe sur les indiennes. Voilà. Et alors bon, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que l'importation des indiennes d'Inde se sont arrêtées, notamment au milieu du XVIIe siècle. Donc il y a eu la peste qui est arrivée d'Asie et qui a empêché l'arrivée des bateaux sur le port de Marseille. Et donc les fabricants de tissus à Marseille se sont dit ah non mais là on est en train de perdre beaucoup trop d'argent parce que toute la France adore les indiennes, il faut qu'on fasse nos propres indiennes. Et du coup ils se sont inspirés de la technique au bloc de bois et ont commencé à imprimer leurs tissus à Marseille. Et c'est vrai que, alors moi je suis passionnée de textile depuis de nombreuses années et donc je me suis baladée dans les musées de la région, notamment le musée Soleillado à Tarascon qui est passionnant si vous avez la chance de venir dans la région. Et voilà, je me suis intéressée un petit peu à ces indiennes provençales
provençales qui très rapidement ont été imprimées, ce qu'on appelle au cadre. C'est une sorte de sérigraphie en fait sur tissu. Donc le bloc de bois, qui était quand même très fastidieux à faire, a été abandonné. Et voilà, moi je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop faire une collection de tissus qui reprend vraiment la technique traditionnelle qui est encore très très vivante en Inde et notamment au Rajasthan dans le nord de l'Inde et notamment à Jaipur qui est vraiment une ville spécialisée voilà, dans cet artisanat. Et donc je suis allée chercher dans les archives des musées des motifs d'indiennes provençales du XVIIIe, du XIXe siècle que j'ai réinterprétés au bloc de bois avec des artisans en Inde. C'était un voyage fabuleux. Voilà, un échange vraiment sur de moi l'artisane et puis eux, et c'était fabuleux. Et j'ai donc développé toute une collection avec ma lavande, hein. Tout ça est rempli de mes fleurs de lavande, mais avec ces tissus exclusifs faits par les artisans du Rajasthan. Et tu rends honneur à ces indiennes intemporelles avec une jupe, tu nous racontais, que tu as trouvée au Puce qui date des années 60. Ouais, c'est ma petite trouvaille de l'été. Donc j'ai trouvé cette magnifique jupe Soleado qui date des années 60, voilà, en piqué. Ouais. Ouais. On va continuer à plonger dans la Provence avec aussi tout ce qui font tous les atouts de la Provence aujourd'hui, mais aussi toutes les difficultés, tous les écueils, tout ce manque de visibilité pour certains labels, pour certains produits, pour certains savoir-faire. On repart du côté de la Provence parce que je voudrais que tu nous parles un peu, Catherine, de toute cette richesse de labels, parce qu'on n'a pas vraiment de label de savoir-faire en Provence, mais par contre, côté food, et produits et marchés, on a pléthore de produits qu'on sait immédiatement identifier comme venant de Provence. Il y en a énormément. Là, ce n'est pas forcément les images les plus parlantes. Mais je me suis amusée un petit peu à regarder les AOP et les IGP, c'est-à-dire les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées. Il y en a énormément. Alors, ça va des herbes de Provence en passant par le riz ou le sel de Camargue, les cerises et les cerises des monts de Venasque et du Ventoux, les asperges du Ventoux également, et le melon de Cavaillon, l'agneau de Sisteron. Et puis il y en a qui sont moins connus comme les calissons d'Aix. Hein, tout le monde connaît les calissons d'Aix-en-Provence, mais on connaît moins la prune de Brignoles. On connaît moins la poire sarto de Javy, qui est une toute petite poire comme ça, qui a sa fête tous les ans dans les Alpes de Haute-Provence, qui est une région qui est la région la moins peuplée de France, peut-être même d'Europe, qui a un ciel d'une pureté extraordinaire avec une lumière extraordinaire, et où il y a une végétation complètement différente du reste de la Provence. On n'est pas sur l'olivier, sur les pins parasols, on est sur les châtaigniers et de plus en plus les pistachiers, etc. C'est assez étonnant. Le taureau de Camargue, les figues de Soliès, et puis évidemment le foin de l'Accro, le banon, le picodon, tout ça, ça vient de Provence. Évidemment, les produits d'éternité comme l'olive et la vigne. L'huile d'olive de la vallée des Baux, elle fait vraiment concurrence aux grandes huiles toscanes ou autres italiennes. Il y a vraiment des huiles extraordinaires. Les fruits confits d'Apt, c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge, quoi. C'était aussi une façon de conserver les fruits. Il y a beaucoup comme ça, le foin de l'Accro, la brousse du Rove. Je ne sais pas si vous connaissez la brousse du Rove, c'est merveilleux. C'est un petit fromage de chèvre qui est moulé dans des tout petits moules comme ça. C'est extraordinaire, la brousse du Rove. Et c'est très saisonnier. Les olives de Nyons, enfin voilà. C'est vraiment en termes de produits alimentaires, et j'en oubliais de parler des vins. Et en Provence, vous avez les côtes de Provence, les côtes du Ventoux, les coteaux d'Aix, l'IGP Alpi, enfin il y en a beaucoup. Voilà, en alimentation, on a ce qu'il faut en label. Et toi, Sophie, tu traduis ça avec des tables absolument exceptionnelles qui mettent en valeur à travers les céramiques, à travers la cuisine, à travers des recettes, à travers des textiles, tout cet art de vivre provençal. Parce que c'est une histoire de couleurs, donc c'est très facile quand on fait des petits farcis de toutes les couleurs, ou un crespéou le fameux crespéou qui est un gâteau d'omelette avec une omelette au basilic, une omelette à la tapenade, une omelette, tout ça d'un seul coup mélangé à une assiette un peu verte et bleue, et tout ça a tout de suite beaucoup de gueule.
Oui, mais tu leur as donné, quand on parle de moderniser, on sort là tout à coup d'une recette traditionnelle pour l'amener au XXIe siècle et donner envie de redécouvrir tous ces savoir-faire. Mais c'est vrai que les produits alimentaires en Provence sont très colorés, mais à l'image du ciel qui est très bleu, des terres qui sont très rouges dans le Luberon ou très vertes dans les Alpilles, et on n'a pas envie de servir un tian, quel qu'il soit, dans une assiette blanche tristounette, quoi. Là, voilà, oui, le crespéou, comme tu dis, qui est un gâteau d'omelette avec plein de parfums différents, ou les tomates farcies, ou voilà, on a envie de servir ça. Le crespéou, ça fait toujours joyeux. un tabac. Ah, ça marche très bien, ça. Et sur la slide d'après, on s'est amusé pour l'ouverture de notre boutique à Saint-Rémy-de-Provence. On a demandé à un artisan boulanger de Saint-Rémy de faire des petits sacs en fougasse. C'était assez amusant. Et on a demandé également, et ça a bien marché aussi, on a demandé à un chocolatier d'Altin-les-Palus de nous faire des boules de pétanque en chocolat. Génial. Avec un petit cochonnet en chocolat blanc. Et ça aussi, on a eu pas mal de succès. Ça aussi, c'est une façon de mettre la Provence. Voilà, c'est pas seulement ludique, pas seulement la pétanque de Pagnol. Mais pour pousser un peu le trait ou forcer le trait de certaines marques d'art de vivre qui sont absolument pas dans le lien à la gourmandise et qui font des tables absolument parfaites, mais on saurait pas trop quoi cuisiner pour ou comment faire. Il y a vraiment ce lien qui est intime en Provence entre l'usage, l'odeur, la saveur. Toi, la lavande, c'est partout, entre les couleurs, entre le toucher. Oui, et puis je pense qu'il y a un art de vivre qui est très gai. Et donc on a envie de s'amuser. Il me semble qu'on a envie de s'amuser en Provence plus qu'ailleurs. Bah, vous le traduisez bien en tous les cas. Mais je pense que pour en revenir à la cuisine et à la table, mais on peut l'étendre à la lavande. Vous avez vu les couleurs des sublimes fuseaux de lavande d'Elsa, des tables de Sophie. Et c'est vrai que la cuisine correspond à ça. C'est une cuisine généreuse, familiale, assez simple, qui peut parfois être longue parce qu'elle mijote, mais qui est facile à faire, familiale. Et en fait, tout le monde a envie de manger ça. Voilà. Donc c'est un pays de cocagne, mais je me souviens avoir discuté avec toi, Elsa, du peu d'entreprises artisanales qui restent. Il y a un peu de vannerie. Finalement, il y a des artisans exceptionnels, mais ils sont tout seuls dans leur coin. On les connaît pas bien. Ils n'ont pas forcément des carnets de commandes très fournis. Et tu avais mentionné, quand on préparait cette conférence, l'importance de la ciergerie des Prémondés, qui expose ici. C'est merveilleuse. Ouais. Tu pourrais peut-être nous en dire quelques mots, parce que tu la connais bien. Oui, en fait, c'est une ancienne ciergerie qui appartenait, il me semble, à des moines à la base, et qui donc réalisait tous les cierges des églises de la région. Et qui a été rachetée et qui aujourd'hui, encore une fois, s'est modernisée et propose des objets en cire qui sont devenus des objets dans le monde entier en plus. Tout à fait, oui. Des objets de décoration, et c'est super parce que ça continue à faire vivre un savoir-faire. Ils continuent à faire des cierges pour les églises, mais étant donné que la rentabilité était moindre, voilà, ils se sont développés et tout en gardant leur savoir-faire, ont réussi à proposer d'autres produits plus actuels. J'ai été soft sur les couleurs, mais il y a vraiment des couleurs pop. Il y a vraiment des roses fuchsia, il y a des violets, tout est permis. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits artisans incroyables qui ont un savoir-faire formidable, mais c'est un peu le problème de la France en général, qui ont du mal à se faire connaître, à vivre, à faire des partenariats avec des groupes, etc. C'est un peu dommage. Il y a des choses formidables. Un autre trait commun de vos trois pratiques ou de vos trois vies, c'est vraiment un engagement de qualité. Et je crois que la Provence aussi se définit comme une terre de très très grande qualité. C'est une terre qui n'est pas facile, c'est une terre qui est exigeante. Et donc on se retrouve avec vraiment des qualités. Donc toi, tu voulais faire un clin d'œil à Sa Majesté la bouillabaisse, en disant que finalement la bouillabaisse, c'est pas si simple que ça de faire une très bonne bouillabaisse. C'est pas juste une soupe du pauvre, facile de réalisation. Ça l'était au départ, puisque la bouillabaisse, c'était un plat que les pêcheurs faisaient avec les restes des poissons qu'ils n'avaient pas vendus. Donc c'était un plat comme ça. Il fallait faire bouillir ça. Et aujourd'hui, c'est devenu... mais comme beaucoup de plats au fil du temps, il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est devenu un plat de riche, la bouillabaisse. On met des poissons de roche. Il y a certaines variétés de poissons qui se sont raréfiées. C'est très long à faire. Ce qui, autrefois, la main-d'œuvre ne coûtait pas cher. Mais faire une bouillabaisse, faut se lever de bonne heure. Je peux vous dire, il vaut mieux commencer la veille, d'ailleurs. Et c'est devenu, même dans les restaurants, là, c'est celle
Delphine sur le Vieux-Port à Marseille, ça coûte très cher un plat de bouillabaisse aujourd'hui. Et voilà, ça s'est transformé. En revanche, elle ne mégote pas sur la qualité. Elle me dit, je veux cette bouillabaisse-là, avec ce goût-là, ces poissons-là, donc voilà. Mais ce qui n'était pas cher l'est devenu, malheureusement. Mais comme les tellines, qui était vraiment qu'on voit là à gauche à l'écran, qui était un plat de pauvre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger dans ces tout petits coquillages. Il n'y a toujours pas grand-chose, d'ailleurs. Qu'on retrouve en Camargue, qui sont très longs à cuisiner, très longs à manger aussi. Et très difficiles à pêcher, surtout. Ouais. Très difficile à pêcher, et c'est une tradition de les manger en Camargue, souvent avec de l'aïoli d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est difficile à pêcher, il faut une espèce de truc, c'est très lourd, c'est un vrai travail, mais ça reste une tradition, comme le reste les oursinades en février sur la côte bleue entre Marseille, Martigues, par là, les oursinades en février, on mange les oursins, ça c'est vraiment deux aspects marins de la Provence. Et il y a une forme de protection des ressources locales par les locaux. Il y a de plus en plus de restaurants qui disent on ne vend pas des tellines à tout le monde à n'importe quelle époque. Il faut savoir préserver le cycle naturel des coquillages. Pareil pour les oursinades, c'est de plus en plus court, la période des oursinades. Et c'est vraiment entre locaux. Donc il y a toujours cette exigence de qualité, de préserver aussi son environnement. Ce qui est la tienne aussi, Elsa, avec toute l'histoire des rubans. Parce qu'il n'y a pas de fuseau de lavande sans ruban. Et donc, je suis remontée à la source pour aller chercher l'une des plus vieilles rubanneries françaises. Oui, pour moi, c'était important, quitte à être vraiment dans quelque chose de traditionnel, d'aller jusqu'au bout et d'essayer de continuer à faire vivre la rubannerie française qui, malheureusement, aujourd'hui, s'est exportée principalement en Asie. Oui, la région de Saint-Étienne, il y a très longtemps, dès le XVIe siècle, était vraiment le berceau de la rubannerie. Il y avait les soieries de Lyon et les rubans de Saint-Étienne, et il reste encore 2 rubanneries, si je ne dis pas de bêtises, qui perpétuent ce savoir-faire. Et donc, en effet, mes fuseaux de lavande, c'était très important pour moi d'utiliser des rubans français. Et c'est aussi ce qui fait que ça devient un objet décoratif, parce que moi, je milite un petit peu pour faire sortir le fuseau de lavande du placard. Je trouve que c'est un très bel objet qui peut parfumer une maison. Et le fait d'utiliser, bien sûr, des très beaux rubans de très belle qualité rend l'objet d'autant plus décoratif. Et c'est un objet qui n'a quasiment pas de date de péremption, on a envie de dire, parce qu'on vient de nouveau craquer ou appuyer sur le fuseau pour libérer la senteur de la lavande. Donc c'est pas du tout un objet c'est un objet qui perdure. Il n'y a pas d'obsolescence programmée sur le fuseau de lavande. C'est quelque chose qui va parfumer naturellement pendant environ 5-6 ans en pressant dessus. Et puis après, on peut remettre un petit peu d'huile essentielle de lavande si on veut les reparfumer. Mais en effet, ces savoir-faire à l'époque, ça prend énormément de temps à fabriquer entièrement à la main. Donc bien entendu, ce n'était pas pour être jeté dans l'année. Et je pense que c'est ça le vrai luxe, c'est que pas d'obsolescence programmée non plus chez Château de Mamers. C'est ça le vrai luxe, c'est que le fait de travailler avec des rubans de grande qualité, des cotons de grande qualité, ça permet de transmettre. Ça permet c'est encore plus on le lave, plus c'est beau, et puis un jour on le transmet. Et le vrai luxe pour moi c'est ça. Et là on voit des cotonnades absolument magnifiques, on voit tout l'univers de Château de Mamers. On fait faire des bouties en Inde dans la tradition provençale avec 5 épaisseurs de coton, avec des surpiqûres en losange et tout. On a mis beaucoup de temps. Le plus compliqué, c'était de trouver l'atelier qui comprenait ce qu'on voulait faire. On leur a dit, c'est pas une histoire de prix ni de temps. On veut juste que ce soit parfait et qu'on puisse le transmettre sur 1, 2, 3 générations. Donc là, on voit de très très beaux échantillons du Château de Mamers qui vraiment nous plonge en Provence et dans une Provence complètement intemporelle. On ne pourrait pas se dire que ça a été créé il y a quelques saisons à peine. Avec un petit twist de modernité quand même. Ouais, exactement. Là, d'autres images qui nous amènent à parler finalement de la Provence aussi comme d'une fabuleuse terre d'accueil. Parce que la Provence ne serait pas la richesse n'aurait pas la richesse qu'elle a aujourd'hui si elle n'avait pas accueilli des artisans, des produits. Et alors on va commencer avec Marseille, puisqu'on l'avait évoqué quand on préparait cette conférence en se disant que Marseille c'était c'était une ville-monde, c'était une ville de terre d'accueil, mais c'était aussi une ville provençale par excellence, un creuset de saveurs. Et on en était venu beaucoup à parler de la tomate. Pourquoi la tomate ? Parce que, en fait, comme tu dis, Marseille est une terre d'accueil, a toujours été une terre d'accueil. Il y a des
des grands écrivains qui ont écrit sur Marseille et qui disent que c'est une ville à la fois extrêmement complexe, indocile, mystérieuse, bouillonnante, parce que justement les hommes et les femmes viennent de partout, et donc forcément les produits aussi. Donc Marseille était et encore un port par lequel, on parlait des Indiennes tout à l'heure, Elsa, mais la tomate c'est la même chose, c'est arrivé par l'Italie, la rose elle est arrivée du Moyen-Orient, aujourd'hui ces roses elles sont cultivées par une dame en Provence et elle en fait des choses extraordinaires, que ce soit des fleurs séchées ou des sirops ou des confitures. La tomate, même chose. La tomate, c'est devenu un des aliments symboles de la Provence. La tomate, elle est péruvienne à la base. Donc voilà. Donc Marseille, c'est un formidable port d'entrée et une formidable ville qui brasse toutes les origines du monde. Et en terre d'accueil, on trouve des boutiques. Et je voudrais qu'on revienne sur une autre de tes initiatives partagées, Elsa. Et à Arles se trouve la boutique Marius, qui est un collectif d'artisans et d'artisanes monté pour montrer différents savoir-faire. Alors, on retrouve bien sûr tes fuseaux, mais j'aimerais un peu que tu nous parles de cette aventure et du fait d'être une terre d'accueil d'artisans. Oui, et aussi du fait qu'en tant qu'artisan, parfois c'est difficile de gagner sa vie. On n'a pas forcément l'occasion d'avoir une boutique à soi, ça coûte cher. On a aussi besoin d'être dans nos ateliers pour fabriquer nos créations. Donc en fait, moi j'étais déjà dans un collectif d'artisans à Saint-Rémy-de-Provence, et à Arles, ville dans laquelle je vis aujourd'hui, ça n'existait pas, et donc j'ai rencontré plein d'artisans et je me suis dit mais pourquoi pas en fait créer un lieu où on puisse proposer nos créations, chacun à son tour, on fait des permanences et ça permet aux gens qui viennent visiter la région de trouver vraiment des savoir-faire. Il y a encore quelqu'un qui fait des paniers, c'est un jeune, il a 25 ans, il est super et il s'est mis à la vannerie et ça marche super bien. Mais voilà, c'est un vrai lieu aussi d'échange entre artisans et pour montrer tous les savoir-faire qui sont présents à Arles. Et de manière contemporaine, je pense qu'on est toutes autour de cette conférence fans de la boutique Moustique, qui est une création pure. On aurait pu avoir Sylvie de Mézières avec nous aussi, qui parle de ces territoires de Provence, de l'importance du côté romain, de la Camargue, de tous les sigles, parce qu'en fait c'est extrêmement riche. Plus on creuse, toi tu as une croix de Camargue autour du cou, on retrouve de plus en plus plus on creuse, plus on trouve de symbolique. Avec beaucoup de modernité. La croix camarguaise, elle est ultra moderne aujourd'hui. Et là, les assiettes avec des collaborations avec des illustrateurs, c'est vous, justement, à juste titre, c'était toi, Catherine, je crois, qui m'avait dit ce serait bien d'ajouter Moustique, d'ajouter Honoré à Marseille. Ouais, moi, c'est une boutique que j'aime beaucoup, Moustique, et Honoré aussi, c'est superbe. Moustique, je dois souligner le travail exceptionnel d'une illustratrice qui s'appelle Roxane Lagache, oui, et qui travaille pour Sylvie de Mézières et qui a créé comme ça ce moustique et toutes les créations qu'on voit, et avec beaucoup d'humour, parce que quand on voit l'Arlésienne qui part avec l'obélisque du théâtre antique, de la place de la mairie, l'Arlésienne qui plonge dans les arènes d'Arles, enfin tout ça est très amusant, c'est très très beau. Vraiment, c'est très beau. Je trouve que c'est une interprétation très contemporaine et à la fois qui mélange vraiment très joliment le contemporain et la tradition. Un peu comme Maison Empereur aussi à Marseille. Tout à fait. Ouais. Oui, on n'a pas mis Maison Empereur, qui est effectivement une belle référence. Mais pour le coup, qui est une maison très ancienne. Tout à fait. Ancienne, mais qui vont et là, ce qui était drôle... Alors que Moustique, c'est récent, ça a quoi, 5-6 ans? Oui, 6 ans peut-être. L'idée de Moustique, c'était une blague au départ. C'est-à-dire, on va partir du territoire du moustique, parce que qui est allé à Arles ou en Camargue sait qu'il y a des moustiques, et ils se sont dit, on va créer une boutique autour de l'histoire du moustique. Et la région du moustique, on va proposer des produits autour de la région du moustique, qui était une autre manière d'approcher la Provence, et ça a très bien fonctionné avec des objets artisanaux, avec de la sagne qui rappelle les cabanes de gardiens, et tout ce travail de graphisme. Là, on retrouve toujours quelque chose de très très drôle, très décalé. Là, on retrouve les croix de Camargue sur des assiettes, donc c'est vraiment aller au cœur des symboles. Et tu avais mentionné aussi, Catherine, Honoré à Marseille, comme aussi une boutique absolument créative, singulière, une terre d'accueil d'artisans. Magnifique.
avec aussi, c'est Annick Lestrohan qui a créé cette marque il y a des années, hein, et qui a un talent fou et qui a décoré notamment le restaurant Edou à Saint-Rémy avec un esprit camarguais très marqué. Et vous dites, ah ouais, on est en Camargue, enfin Saint-Rémy c'est pas la Camargue, enfin c'est à côté, et en même temps c'est extrêmement contemporain, c'est vraiment très réussi. Et pour finir sur cette conférence, moi je suis toujours absolument époustouflée par le talent des femmes en Provence, parce que là on vient de citer énormément de femmes, que ce soit des femmes chefs, des femmes artisanes, des femmes entrepreneurs. Voilà, donc merci à vous de faire vivre l'esprit de la Provence de manière différente et singulière, et surtout de nous emmener en dehors des sentiers battus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.